Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is exactly 8 p.m. in Mokolo in the far north region of Cameroon. Same time here in Douala. And these news are on Spectrum Television. Making news tonight, November 20, 2024. The outstanding agri-tech startups have been unveiled at a prestigious ceremony in Yaoundé, led by Minette Libon Likeng. These innovative companies are set to receive vital fundings and technical assistance, empowering them to revolutionize agriculture through digital solutions. Also, we shall be having as guest Claude Asira, prominent Cameroonian lawyer and academic known for his significant contributions to law and public discourse. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Thanks for joining us, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. I will kickstart right away in the French language, and it is with you, Oriane Donkin. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, les 10 meilleures startups sélectionnées dans le cadre de l'Agritech 2024 sont connues. Elles ont été présentées au cours d'une cérémonie à Yaoundé présidée par Minette Libon Likeng, le ministre des Postes et Télécommunications. Elles, les startups, recevront des financements et appuis techniques pour contribuer à l'introduction du digital dans l'agriculture. Olivier Bouzik. Voici les premiers vainqueurs de l'Agritech Innovation Challenge. Ils ont su convaincre le jury par l'originalité de leurs œuvres respectives, la plus-value dans le secteur agricole. On a un site web qui s'appelle efarm.cm, là où les agriculteurs peuvent vendre leurs produits. On a aussi app, mobile app, là où les agriculteurs aussi peuvent vendre leurs produits. La compétition s'est déroulée du 12 au 14 novembre sur l'ensemble du triangle national. Les meilleurs de chaque région ont challengé en finale. Grâce à un bootcamp organisé à l'attention des finalistes, ils sont désormais capacités sur le plan financier et le business model. Au-delà de cette compétence, chacune des startups primées peut recevoir jusqu'à 40 millions de francs CFA comme appui. Pour le gouvernement camerounais, l'ambition à travers ce concours est d'accroître l'inclusion numérique et l'utilisation de solutions agricoles digitales au Cameroun. Nous avons primé ces jeunes. On ne va pas leur remettre des appuis financiers et les abandonner. Nous devons les accompagner pour qu'ils soient des champions parce que nous voulons développer une industrie locale de TIC. Et vous voyez donc quand nos petits éleveurs vont bénéficier de leurs solutions et que leur production va s'accroître, nous devons accompagner ces jeunes à travers les motivations qu'on leur a promises à être des entrepreneurs numériques. D'autres séances de capacitation ont été adressées au grand public, notamment les exploitants agricoles, à travers des conférences, débats et les foires B2B au cours de cet événement, dont l'organisation technique a été coordonnée par le projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun avec le financement de la Banque mondiale. En œuvre de la SND 30, les personnels du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire sont en séance de renforcement des capacités depuis ce matin à Yaoundé. L'objectif est de leur donner les moyens de braver certains défis auxquels ils sont confrontés pour répondre aux attentes de l'État. On reste avec vous, Olivier Bouzik. Impossible d'implémenter le développement sans capital humain de qualité. La SND 30 en a d'ailleurs fait l'un de ses principaux piliers. Une invite à toutes les administrations à se mettre au pas pour répondre efficacement aux attentes des usagers. C'est l'enjeu majeur de ces travaux. Une session de renforcement des capacités du personnel du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, animée par des experts divers. C'est un tir groupé, parce que c'est un séminaire en 3. Nous avons le bien-être en milieu professionnel, la gestion du stress et la lutte contre le VIH-Sida. Nous sortons d'un contexte où, le mois dernier, en octobre, nous avons célébré le mois Octobre Rose pour la lutte contre le cancer. Nous sommes en plein mois de lutte contre le VIH et le stress rentre dans cette dynamique aussi, la lutte contre le stress. Donc, au Minepat, on a pris le taureau par les cornes pour avoir un personnel de qualité, des ressources humaines de qualité pour mieux piloter
la SND30. Cette séance de travail va se pérenniser en vue d'améliorer régulièrement les capacités du personnel pour qu'il soit toujours à même de relever le défi de la mise en œuvre de la SND30 dans ce département ministériel. Et ce soir, nous reparlons de l'affaire Longuet après la diffusion il y a quelques jours d'une vidéo dans laquelle on voyait l'artiste être torturé. Seulement, lorsqu'on parle de torture, le cas Longuet n'est pas un cas isolé. Permettez la tautologie. Rappel de quelques affaires qui ont choqué l'opinion. Avec vous, Léla Renganz. Longuet est le cas connu de tous le plus récent. Dans une vidéo publiée fin octobre sur les réseaux sociaux, on voit l'artiste en sous-vêtements subir des actes de torture administrés par des hommes en civil. Selon le chanteur, les faits remontent à l'année 2019 et les bourreaux sont des éléments des forces de l'ordre. Si dans un communiqué, le ministère de la Défense a annoncé l'ouverture d'une enquête, il est important de rappeler que ce n'est pas la première fois que les conditions de détention ou d'interpellation dans le système judiciaire camerounais alimentent la polémique tout en faisant réagir les organismes de défense des droits de l'homme. 2020, le cas Ibrahim Bello choque le Cameroun entier. Amené à un poste de police pour être interrogé dans la ville d'Ombessa, région du centre, l'adolescent de 17 ans est torturé au point où il devra être amputé de ses 2 jambes, en plus de perdre un membre supérieur et d'être paralysé. Face au tollé général, l'affaire est portée devant les tribunaux. Après 3 années, le verdict est rendu le 6 mai 2020. Un verdict vivement contesté par les ONG. Les principaux mis en cause, 2 policiers, écopent de 4 ans d'emprisonnement ferme pour l'un et 3 ans d'emprisonnement avec sursis pour l'autre. Du milliard de francs CFA demandé à titre de dommages et intérêts, le tribunal fixe à 50 millions de francs CFA le montant à verser par la Délégation générale à la Sûreté nationale. Et d'ailleurs, le 2 janvier 2022, le Cameroun apprend le décès du jeune Bello. Quelques mois plus tard, une photo largement partagée sur les réseaux sociaux provoque l'émoi et l'indignation des organismes de défense des droits de l'homme. On y voit un homme, visiblement amaigri, enchaîné sur son lit d'hôpital. On apprendra plus tard que, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il purge une peine à la prison de Newbel après avoir été interpellé suite aux marches blanches organisées par son parti en septembre 2020. Son décès, quelque temps plus tard, sera suivi de la mort d'un autre de ses camarades dans des conditions presque similaires, sauf que celui-ci venait de recouvrer la liberté. Des cas comme ceux-ci, ou celui de Martinez Zogo, interrogent sur la fin de la banalisation de la torture au Cameroun. Des faits que ne cessent de dénoncer les défenseurs des droits humains, alors que le Cameroun est récemment passé devant le comité de l'Organisation des Nations Unies contre la torture. The cases of torture highlighted by the law are critical issues that demand attention. I now invite you to listen to these reactions from individuals affected by this injustice. The system, our judiciary system is completely corrupt. It's completely dilapidated, as I can say. It's finished. It's really finished. If you have money, the law in Cameroon favors you. When you have we don't have anything. We don't have anything. Imagine yourself in trying to talk something in front of administrators, quoting laws, of which you can't even afford for maybe what they want as bribe. It means you are making a fun of yourself. The legal system is corrupt. Et dans une plus large mesure, quel regard portent donc les Camerounais sur leur système judiciaire? Je vous propose d'écouter quelques doilets. Ils sont au micro de Léla Renganz et Nono Foutu. Notre système judiciaire, il est ce qu'il est. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Dans n'importe quel pays, on aimerait bien que la justice fasse son travail. Quant à la question de savoir si la nôtre, elle est partiale ou impartiale, il y en a qui diront qu'elle est impartiale. Il y en a qui trouveront qu'elle est partiale. Mais de toutes les façons, il faut savoir faire confiance à son système judiciaire. On n'ira pas chercher un autre. On n'ira pas chercher un autre. Et puis c'est les hommes qui rendent justice.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir des lois qu'on a établies, mais c'est les hommes qui lisent ces lois et qui les appliquent. Donc, quel que soit le cas, nous sommes obligés de faire confiance à notre système judiciaire. Notre système judiciaire est assez caduque. Non seulement il n'est pas organisé, il y a tellement une lenteur et de la magouille, la corruption. Le système judiciaire a beaucoup de choses à améliorer à mon avis. Hein. Parce que beaucoup de choses se passent dans les gendarmeries qu'on ne peut pas parler. Il y a les trucs, surtout les actes de corruption. Et ils ne font pas amplement les travaux. Par exemple, dans la société, il y a beaucoup d'insécurité. Beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer. Pour moi, l'État doit revoir vraiment, surtout au niveau des gendarmeries, des commissariats, ils doivent revoir la conscription. Ils doivent revoir les conditions de détention, la torture des gens qui sont détenus là-bas. Et aussi les moyens mis en jeu pour pouvoir sceller les parents à vouloir sortir de l'argent pour pouvoir les libérer. Bon, il y a beaucoup de choses. Bon, donc, tu es détenu, tu es retenu pour quelques jours, on demande 200 000 pour te retirer, un peu les choses comme ça. Bon, il faut revoir tout ça. Dans notre système judiciaire, c'est à revoir. Il n'y a plus d'injustice. Ça se voit même dans les affaires au Cameroun. Avant de venir faire les affaires d'un pays, il y a ce qu'on appelle l'analyse pestel. Quand une entreprise voit qu'il va aller investir dans une entreprise et que s'il est dans un procès, il ne va pas gagner, ça va le faire fuir. De même que chez nous au Cameroun, les expatriés sont plus en sécurité que nous les Camerounais. On ne bénéficie plus de rien au Cameroun. La justice ne fait pas son travail, fait tout sauf son travail. On a nos confrères Martinez Zogo qui sont morts, Samuel Ouazizi. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an, plus de 2 ans, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc du coup, pour moi, la justice n'est pas du tout bonne. Tout est à revoir. C'est corrompu, monsieur. Moi, je ne peux pas te mentir. C'est corrompu. C'est pour les gens qui ont l'argent. Bon, la justice est là pour les gens qui ont l'argent. Quand tu n'as rien, bon, on peut te condamner. Bon, tu n'as rien. You don't have anything to talk. Justice does not exist in Cameroon. Comme annoncé en titre, nous recevons ce soir Maître Claude Assira. Il est avocat au barreau du Cameroun. Avec lui, nous allons parler des conditions de détention au Cameroun. Maître, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Donquin et merci de votre invitation. Je vous ai vu sourire lorsque vous avez écouté ces Camerounais, mais avant cela, peut-être avant de nous donner votre commentaire, dites-nous, il y a plusieurs façons de perdre sa liberté. Quelles sont-elles? Alors d'une façon globale, on peut perdre sa liberté, d'abord parce qu'on a été placé en garde à vue. C'est un moindre mal. La loi, le code pénal, prévoit la possibilité de perdre sa garde à vue lorsqu'il existe un faisceau concordant d'indices qui peuvent faire croire qu'une personne a commis une infraction. Et puis on peut également perdre sa liberté parce qu'on n'a pas eu toujours dans le cas de la garde à vue, parce qu'on n'avait pas sa pièce d'identité. Il y a une garde à vue qui a été prévue pour cela, qui est de 24 heures. Je laisse de côté la garde à vue administrative pour ne vous parler que de l'essentiel, même si c'est vrai que les deux se confondent aujourd'hui. Vous avez beaucoup de personnes qui utilisent les gardes à vue administratives parce qu'elles leur laissent un petit confort, mais c'est en réalité un détournement de la loi. La garde à vue administrative, elle est de 15 jours quand elle est ordonnée par le préfet ou d'1 mois quand elle est ordonnée par le gouverneur lorsqu'on est en matière de risque de troubles à l'ordre public, de menaces à l'ordre public. Mais sinon, c'est donc la garde à vue, d'une part, ou bien éventuellement le placement en détention provisoire qui doit être en principe ordonné par un juge d'instruction, sauf hypothèse exceptionnelle par le procureur de la République lorsqu'on est en matière de flagrant délit. Et puis on peut également perdre sa liberté parce qu'on a été condamné par une juridiction qui vous envoie, donc là c'est la mesure d'incarcération qui est prononcée par la juridiction qui vous a jugé, qui vous a trouvé coupable et en répression de l'infraction qu'on vous reproche, décide de vous envoyer en prison pendant un temps que le juge détermine. D'accord. Avant de revenir rapidement sur le message porté de Galaxy Toga, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie, je vous ai vu quand même réagir après ces Camerounais. Est-ce qu'on devrait penser comme eux, le système judiciaire est défaillant sur toute la ligne? Vous qui êtes là-dedans, dites-nous qu'est-ce qu'il faut penser? Le système judiciaire d'un pays est toujours un peu à l'image du pays tout entier. Vous pourriez me poser la même question pour le football, pour beaucoup d'autres éléments. Je pense que vous ne pouvez pas avoir un pays
où il y a beaucoup de reproches, beaucoup de griefs. Je veux dire, pour faire simple, on peut avoir de gros problèmes de gouvernance et vous allez vous attendre uniquement à ce que ce soit la justice qui fasse exception. Donc la justice, malheureusement, est un peu à l'image de notre pays aujourd'hui, c'est-à-dire un peu terne, un peu morose, un peu beaucoup critiquable. Et dans tout ce que j'ai vu, à part le premier, votre premier intervenant, qui semblait relativiser les choses en disant que ça faisait partie des choses des hommes, des individus et que rien n'est parfait. Moi je dis toujours, il pleut sur tous les toits. Oui. Voilà. N'attendez pas qu'un jour ça vous arrive à vous-même ou à un de vos proches pour commencer à vous alarmer du malheur des autres. Ce qui arrive aux autres doit également nous intéresser nous-mêmes. Et je suis étonné qu'aujourd'hui, à la faveur du cas Longuet-Longuet, puisque ça a été votre introduction, que les Camerounais semblent découvrir aujourd'hui que le système judiciaire est pervers. Je vous dis pervers d'un bout à l'autre du processus. Depuis l'accusation, le moment de l'interpellation, le placement en garde à vue, parfois la remise en liberté de gens qui manifestement sont impliqués, tous les durées, il n'y a absolument rien qui... Pourtant, vous avez une loi. C'est à se demander à quoi ça a servi qu'on puisse avoir un code de procédure pénale. Pourtant, tout récemment, entré en vigueur, puisqu'il est il est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les pratiques des magistrats, vous voyez l'écart qu'il y a entre ce que prévoit le texte et la pratique des magistrats. Je vous assure qu'on se demande si c'était vraiment nécessaire qu'on ait fait tout ce battage-là et qu'on ait eu autant d'espoir. Il faut donc saluer la sortie de Galax et Toga. Moi, je pense que... Alors, vous allez voir qu'aujourd'hui, de plus en plus, vous allez entendre tous les hauts dignitaires, voilà, ils sont aux affaires quand même, depuis un moment. Et ce qui me surprend, c'est... Est-ce qu'il ne faut pas saluer quand même moi, je ne veux pas saluer les mots. Voilà. Ça m'ennuie lorsqu'on s'arrête, parce qu'on a l'impression que nous-mêmes, nous sommes complices, on entre en connivence. On n'est plus à l'époque des mots. Quand on a eu 42 ans pour soi, en entier, je prends tout le monde en entier, même si Galax et Toga, ce n'est que depuis quelques jours, on ne peut pas juste être un commentateur. On est un acteur de la vie publique. Et l'acteur de la vie publique, il doit pouvoir, par des actes, par des faits, d'abord au départ dénoncer par lui-même, donc peut-être qu'on va pouvoir être... Mais à côté de ça, l'acteur doit pouvoir au quotidien mettre en œuvre la bonne vision, la bonne pratique, la pratique vertueuse qu'il a dénoncée. On a entendu récemment, vous allez voir que tous vont commencer à dénoncer, tous vont se dénoncer les uns les autres. Voilà. Mais on n'est plus à l'époque de la dénonciation, on veut voir les choses changer concrètement. Des actions. Alors maître, si quelqu'un, un individu est interpellé, je ne sais pas trop, du moins il est placé en garde à vue, et il se rend compte que les délais sont dépassés, comment est-ce qu'il fait pour obtenir réparation? Alors théoriquement, parce que maintenant, la justice, vous l'avez compris, il y a beaucoup de théories. Oui. La théorie, c'est ce que prévoit le texte, et il y a la pratique. Oui. Voilà. Dans la théorie, en principe, il a la possibilité d'invoquer un cas de nullité. Le code de procédure pénale, encore lui, prévoit aux articles, je crois, 3, 4 et 5, 3 et suivants, la possibilité, lorsque un acte quelconque, la procédure, nuit à vos intérêts ou est contraire à un texte. Vous avez la possibilité de l'invoquer à l'appui d'une nullité, pour que ça puisse entraîner soit la nullité de l'acte en lui-même, soit la chute de l'intégralité de la procédure. C'est ce qui est prévu. Mais dans la réalité, jusqu'à présent, moi je peux vous dire, je veux être humble et ne pas prétendre avoir la science infuse ou avoir tout vu. J'ai rarement vu une nullité, je vous dis rarement, ça fait quand même à peu près quelques années déjà que je ferai avec les juridictions. Je n'ai jamais vu une nullité prononcée par la juridiction en raison de la violation des droits. Or, Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Je vous parle même simplement de la durée de la garde à vue. La garde à vue, c'est 48 heures qui peuvent être renouvelées de sorte qu'elle ne dépasse pas au total tout mi-butant. Le maximum de la garde à vue, c'est 8 jours. Alors, je vous mets au défi, vous, de faire balader votre micro, comme je l'ai vu se balader tout à l'heure, pour savoir dans les commissariats quelle est la durée moyenne de la garde à vue, pourtant prévue et arrêtée par la loi. Pourtant, jamais vous n'allez voir une juridiction prendre le risque ou d'ordonner l'habeas corpus, ou ce qui est prévu également aux articles 590 suivant du Code de procédure pénale, ou bien tout simplement annuler la procédure. Dans les deux possibilités que vous avez, pour résumer, ma réponse est 1, demander au tribunal de grande instance du lieu de votre détention de vous remettre en liberté, habeas corpus, ou libération immédiate, ou alors, parce que le délai est dépassé, il y a eu une violation, etc., ou alors, éventuellement,
arriver devant le tribunal, demander au tribunal d'annuler la procédure parce qu'il y a un vice de procédure. Alors, Maître Assira est également trésorier de l'Ordre des avocats du Cameroun. Vous êtes attendu dès janvier prochain pour le renouvellement des membres du Conseil. Alors, maintenant que vous êtes dans la maison, en espérant que les comptes sont bons, bien sûr, maintenant que vous êtes dans la maison, est-ce que vous renouvelez votre place de trésorier ou alors vous visez la tête? Ce n'est pas le trésorier qui doit le dire, ce sont les confrères qui doivent apprécier l'importance du travail qui a été effectué pendant 2 ans. Moi, je voulais d'abord vous dire une chose. Je crois que vous m'avez fait l'amitié de m'inviter, je crois, à la veille de la dernière élection, la dernière élection ordinale. J'ai eu la chance, peut-être m'avez-vous porté bonheur d'ailleurs, j'ai eu la chance d'abord d'être élu comme membre du Conseil de l'Ordre et puis ensuite désigné. Parce que pour être trésorier, c'est le bâtonnier qui vous désigne. J'ai été très fier, je vous dis très fier, d'avoir travaillé pendant 2 ans dans cette équipe auprès du bâtonnier Mbaye Mba. Je pense que le travail que nous avons effectué pendant 2 ans a été un véritable travail de remise en état, de ravalement d'une façade qui était déjà pratiquement brinque-ballante. Donc j'ai été très fier. Maintenant, pour le reste, il nous reste encore 2 mois. Notre mandat est de fait expiré depuis quelque temps. Maître Assira va être bâtonnier ou pas? On a encore 2 mois. C'est là la question. Non, je ne veux pas être bâtonnier. Merci beaucoup. Maître, merci encore pour tous ces enseignements et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Thank you very much. Thank you, madame. For sharing such powerful insights. And from our local stories, we now take on our international stories. The Lebanon is home to an estimated 176,000 migrants, as many of them African women working menial jobs. Since the conflict began, many of them have been displaced, facing uncertain future. Details with our VOA partners. An abandoned factory in Beirut has become a refuge for more than 200 African migrant women displaced by the escalating conflict. They came seeking work to support their families. The fighting has left them jobless, homeless, and unable to return home. I came here to change the situation of my family. That's why I came to Lebanon. My salary, they get hold of my salary. They don't give me my money. I don't have anywhere to go now. Since they start this bomb, we don't have anywhere to go. We have been sleeping in the streets. These women are not only losing their jobs, but are also enduring the trauma of constant rocket attacks. Explosions forced them to flee their homes and places of work with no resources or support. After 1 minute, then we hear a bomb sound, boom, boom. When we came out, we want to see what is happening, we see the bomb. And there is lots of smoke and there is lots of fires. I'm so in the shock, I'm so nervous. So everybody is crying in my country so that I can go back home. I need to go back home. I have my baby, it's so little. Thanks to a community initiative, these women now have a place to stay while they still face social rejection and a lack of official support, activists say. Since they are all migrant workers living in Lebanon, no one would accept them in their shelters. So it was very hard to find a space for them, but we finally did. The situation is similar for other African migrants, including those from war-torn Sudan. Around 50 families who fled fighting near the Israeli border have found temporary refuge in an ancient monastery on Mount Lebanon. Abdel Rahim is from Sudan. He and his twin children are cramped into a small space. Like others, he feels trapped and abandoned. We cannot go to Sudan. There is war there. There is war here and there, which means I'm doomed. It's so hard. Our situation is dire. No one is asking about us. Nothing. The conflict has displaced more than 1 million people. Migrant workers in Lebanon are facing an uncertain future as the humanitarian crisis deepens with no end in sight. For Atel Bonnet in Beirut, Marcus Harton, VOA News. Adorable. And that's the rich package we put together for you on tonight's news edition on Spectrum Television. But don't go away. Stay tuned as Mitwa Ngambi, CEO of MTN Cameroon, shares insights and highlights from the launch of the MTN Cameroon traditional end-of-year campaign at the Place de la Beseke. With that,
Good night to you, Oriane Donke. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.